Et salut à tous et bienvenue dans ce vlog numéro 15 qui ne sera lui non plus pas un vlog mais une foire aux questions, la partie 2 de la foire aux questions qui a été diffusée il y a 2 semaines de ça. Donc si jamais vous avez manqué la partie 1, eh bien vous pouvez la retrouver juste ici. Je vous mets le lien de la vidéo. Vous m'avez posé une série de questions, j'en ai sélectionné 20 sur mon compte Instagram à propos de l'entraînement, de la nutrition, de la diète, de la compétition, de ma vie perso, etc. Si jamais vous entendez du bruit en fond, c'est Judy qui n'a rien de mieux à faire que de croquer un os. Quelle vie de chien. Viens dire bonjour. Viens dire bonjour. Là. Ah salut! Donc on reprend tout de suite avec la suite des questions et on en était à la question numéro 7 ou 8 je crois, je ne m'en souviens plus mais je vous mettrai juste ici. En tout cas, c'est parti pour la suite de la foire aux questions. Question suivante, une autre question de curieux. Combien te rapporte ton activité d'influenceuse? D'influenceuse les gars. Non, alors déjà je tiens à remettre en place tout de suite la personne qui a posé cette question. Je ne suis pas influenceuse. Alors, il y en a qui vont dire que si, parce que forcément j'influence certaines personnes via les vidéos que je fais ou via les posts que je peux faire, parce qu'il y a forcément j'ai forcément des retours de personnes qui me disent « Oh, grâce à toi, je me suis remis au sport. Oh, tel post, ça m'a donné envie de pour la rentrée, de me noter mes objectifs. » Donc forcément, je vais quelque part influencer, mais j'aime pas ce terme en fait d'influencer. Pour remettre les choses dans leur contexte, j'ai une chaîne YouTube qui a, je crois, à peine 800 abonnés et un Instagram qui est à moins de 10 000. Donc autant vous dire que en termes d'influence, enfin si on parle à l'échelle des influenceurs, je suis sur la barre des 0, voire en dessous de 0,00005% des gens qui ont de l'influence en fait. Quand on voit des comptes à 200 000 personnes, là vous pouvez vous dire oui elle a de l'influence. Moi à 10 000 abonnés, autant vous dire qu'il y a zéro influence. Je peux pas dire que je suis une influenceuse. Je vis de mon coaching en ligne, je ne vis absolument pas de mon métier d'influenceuse, même si ça prend énormément de temps et je peux vous assurer que ça prend plus de temps que ça ne rapporte d'argent. Premièrement, pour remettre les choses au clair, mon YouTube ne me rapporte rien du tout. Zéro, nada, peanuts, voilà. Vous pouvez utiliser tous les termes, rien du tout. Je sais même plus à combien ça commence à rapporter les vidéos, mais je pense que je suis dans une catégorie qui est dérisoire pour que ça me rapporte. Donc le YouTube c'est vraiment une activité plaisir, de partage pour pouvoir partager en fait avec les gens qui en ont le désir de voir comment se passe une compétition, parce que je sais que moi ça m'a beaucoup aidé en fait quand je me suis intéressée à ça, à ce sport, au fait de me remettre en forme, de voir des filles partager leurs vlogs, des filles du quotidien en fait, des filles comme n'importe quelle fille, une fille normale qui fait un truc un petit peu extraordinaire. C'est ça en fait qui m'intéressait. Et du coup c'est montrer plus aux gens, ce qui me fait plaisir c'est montrer aux gens, vous voyez, quelqu'un de normal peut faire un truc un peu extraordinaire, entre guillemets extraordinaire, hein. Je sauve pas le monde non plus, mais je veux dire une compétition c'est pas donné à tous, c'est donné à quelqu'un qui s'en donne les moyens. C'est juste de montrer, vous voyez, quelqu'un de normal qui a une vie normale peut, en se donnant les moyens, arriver à quelque chose d'un peu exceptionnel. Voilà. Mon activité d'Instagram me rapporte zéro, nada, peanuts, des clous. Voilà. En termes d'argent direct, hein, je veux dire Instagram ne me verse strictement rien du tout, mais ça je pense que vous le savez. En termes d'argent indirect, forcément c'est ma vitrine, mais je peux pas vraiment évaluer combien ça me rapporte, mais en tout cas c'est ce qui amène les gens à avoir envie de me connaître, qui amène les gens à aimer ma personnalité et à se dire qu'ils aimeraient bien m'avoir en suivi en tant que coach pour les aider à atteindre leurs objectifs. Donc c'est mon Instagram et mon YouTube qui vont faire venir mes clients principalement. Donc c'est plus en fait une vitrine
de mon travail, mais c'est pas ma source de revenus direct. Ma seule source de revenus direct, c'est mon coaching. Étant donné que je viens de débuter dans mon entreprise et que je viens de me monter mon statut d'auto-entrepreneuse en mars, c'est ma première année, autant vous dire que la première année, il n'y a pas de profit. Il n'y a pas de profit. Le gros investissement principal de ma société, parce que tout est lié, hein, ma compétition, c'est lié à mon activité. C'est ce qui fait que ça donne un engouement aussi à mon entreprise, un engouement à ma page, un engouement à mon statut de coach en ligne. Donc c'est aussi un investissement que je considère comme étant un investissement professionnel et ça coûte énormément d'argent, une compétition. Donc quand j'en aurai fini avec la compétition, déjà je pourrais m'y retrouver un peu plus au niveau des bénéfices. Mais pour le moment, on va dire que ça n'est pas, vous n'avez pas besoin de générer de sentiments de jalousie ou d'avoir de haters. Je mérite pas des haters en fait, hein, parce que vous serez pas haters de grand chose. Voilà. Question suivante. Quelles sont tes musiques d'entraînement préférées? Alors, j'ai pas nécessairement de musique d'entraînement préférée, mais voilà, dans ma playlist, on va dire, d'entraînement, j'ai un peu de tout. Après, j'aime beaucoup Two Way, donc c'est 2 Way, 2 W-E-Y, qui ont des musiques un peu épiques, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un peu comme des musiques de films. Après, j'aime un peu de tout, j'écoute un peu plein de genres différents, mais de manière générale, en fait, je suis pas très métal, très poussé, ou rap très US. Voilà. Si vous voulez, je crois qu'on peut partager, je n'ai jamais pris le temps de le faire, mais je crois qu'on peut partager sa playlist sur Spotify, donc pourquoi pas, je partagerai ma playlist d'entraînement, comme ça vous aurez toutes les musiques favorites d'entraînement. D'ailleurs, si vous avez des musiques, mettez-les en commentaire, c'est toujours bon à prendre les musiques des autres. Si vous avez une musique préférée d'entraînement ou un top 3 de musique d'entraînement, ça serait cool de les mettre en commentaire. Et dans le même genre de question, du coup, quel podcast tu écoutes lorsque tu te promènes? Donc en fait, j'avais dit il y a pas très longtemps que pour optimiser mon temps, comme je dois aller beaucoup marcher avec la chienne, j'ai 2 heures de marche par jour, donc ça m'arrive rarement de faire les 2 heures, mais en général je fais au moins 1 heure. Mais ça, plus l'entraînement, plus le posing, etc., ça fait beaucoup de temps passé sur les entraînements. Et du coup, pour pouvoir continuer à me former, à apprendre des choses, c'est mon temps un petit peu quand je vais marcher ou j'écoute des podcasts. Et donc en podcast, c'est pareil, je les ai sur Spotify. J'aime beaucoup la série des podcasts de Pauline Léniaud. Je sais pas trop comment il s'appelle, La Leçon je crois. Non, le podcast de Pauline Léniaud. J'ai aussi Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie. Voilà, c'est des podcasts en général où ils reçoivent des invités qui ont eu des expériences, donc ça peut être des hommes d'affaires, ça peut être des coachs, ça peut être des acteurs, des chanteurs, voilà. J'aime bien aussi La Leçon, donc je savais qu'il y avait une série de podcasts qui s'appelle La Leçon. Donc ça c'est pareil, c'est des gens qui viennent raconter une histoire de leur vie où par exemple ils ont pensé qu'ils allaient se casser la gueule et qu'en fait ça a été le changement qui a fait que leur vie a été super cool après. Donc voilà, ça peut toujours donner des leçons des fois de vie où on se dit merde, on subit un truc, alors qu'en fait potentiellement ça peut être un levier pour ensuite du meilleur derrière. J'ai aussi en anglais, pour ceux qui parlent anglais, Mindset with Muscle de Jamie Alderton. Et ceux-là sont hyper aussi intéressants dans le côté développement personnel, management, discipline, voilà, il y a plein de mindset, il y a plein de trucs de sujets qui sont abordés qui sont intéressants, et je crois que c'est tout. Si j'écoute aussi Train Hard, Live Strong, et ça aussi c'est un podcast en anglais, vous en doutez bien. Et là par contre c'est plus sur le côté entraînement, donc pourquoi je ne perds pas de poids, voilà, plus des sujets abordés vraiment sur l'entraînement, 3 choses qui font que mon métabolisme est ralenti, voilà. Mais ça doit exister en français ce genre de podcast, je pense. Donc c'est souvent les mêmes podcasts sur soit la nutrition, soit le développement personnel, soit l'entraînement, la vie de manière générale. Voilà, j'aime bien écouter ça. Donc si jamais ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à... Je vous mettrai mes musiques préférées je vous mettrai mes musiques préférées en description, et aussi les podcasts, comme ça vous pourrez retrouver tous les liens dans la description. Je deviens une pro à YouTube, hein. Tous les liens dans la description. Bientôt je vais faire une intro en mode likez, partagez, commentez. N'hésitez pas à vous abonner, un pouce bleu en bas de la vidéo. Question suivante. As-tu un site internet où on peut trouver tes tarifs et services?
Non, pas encore, mais ça fait partie justement des choses que je voudrais mettre en place pour janvier 2022, donc après ma compétition, sachant que j'avais dit que je reprendrais une vague de clients au mois de novembre après compète, mais je pense que je ne le ferai pas parce que je pense que je me garderai un temps de latence entre la fin de la compète et l'année 2022 et ça me fera aussi du temps de repos pour moi, mais ça me fera aussi un temps où je peux me concentrer à tous ces projets d'entreprise, donc notamment me créer un site internet, refaire un petit peu tous mes visuels, passer sur d'autres sujets au niveau de la chaîne YouTube, entretenir mon Instagram, voilà, c'est plein de choses comme ça que j'ai à faire au quotidien, que toute seule j'ai du mal à tout faire et du coup je pense que ça fera du bien d'avoir ce temps là, donc ça fait partie de mes projets d'avoir un site avec les tarifs et même potentiellement d'avoir des programmes tout préparés pour les personnes qui n'ont pas forcément besoin d'un suivi quotidien ou pas forcément envie aussi de cet échange, même si je suis convaincue qu'aujourd'hui le coaching en ligne c'est vraiment l'avenir du coaching en fait, parce que c'est pas comme le coaching en salle. Quand on est français, il y a une genre de barrière en fait chez les Français qui fait qu'on n'aime pas trop en fait aller faire un coaching en salle, se faire observer par son coach quand on n'est pas très bien dans son corps physiquement, etc. On aime bien avoir une certaine distance et c'est pas facile en fait d'aller voir un coach en réel. C'est cher d'abord, un coach en salle, si on veut le voir régulièrement, c'est à peu près 200 € par mois. Et je m'étais renseignée avant de prendre mon coach en ligne pour ma compète de combien coûterait un coach en salle sur Bordeaux et c'était dans ces tarifs là, donc c'est quand même assez cher. Et le coaching en ligne en fait c'est un mélange un peu entre le programme que vous allez acheter tout fait où vous allez vraiment vous débrouiller et là ce sera pas du tout personnalisé, pas du tout on va dire lié à vos objectifs. Il n'empêche que pour des débutants ça peut être efficace pour certains objectifs, et le coaching perso où là vraiment il va y avoir cette relation avec le coach qui va être du face à face. Vous allez le voir moins souvent, vous aurez aussi ce temps où vous serez un peu livré à vous-même devant votre programme, mais qui sera déjà un programme plus personnalisé. Le coaching en ligne, ça permet vraiment au coach de pouvoir prendre plus de clients vu qu'il est à distance, de pas avoir ce temps de trajet sur la route, etc. Donc de pouvoir mettre des tarifs moins chers, mais de garder cette communication en fait qui y a dans le coaching en vrai, et de garder aussi surtout cette personnalisation du coaching, parce que moi mes clients, voilà, je personnalise vraiment le programme en fonction de leur matos, en fonction de leurs allergies alimentaires, en fonction du temps qu'ils ont, en fonction de s'ils partent en vacances ou non, de s'ils ont un changement de planning, s'ils ont voilà. Et on communique en fait très régulièrement. On a une plateforme de communication qui s'appelle Telegram et pour certains on est tous les jours en train de s'envoyer des messages. Pour d'autres qui en ont moins besoin, c'est plutôt quelques fois la semaine ou quelques fois toutes les 2 semaines. Ça dépend en fait vraiment de leurs envies et de comment ils me sollicitent. Mais moi voilà, je suis tous les jours sur la plateforme en train d'échanger avec eux si jamais ils ont une question, si jamais ils sont un petit peu perdus. Le seul petit point, on va dire, où ça manque de face à face, c'est pour la correction de la technique, parce que souvent mes clients n'osent pas se prendre en vidéo pour pouvoir me montrer leur technique. Ils ont peur d'être un petit peu jugés, donc c'est ce que je vous disais, on en revient au côté difficile d'aller voir un coach en réel. Mais voilà, j'aimerais bien potentiellement dans un avenir plus lointain mettre en place où j'ai une partie aussi coaching en réel pour ceux qui veulent, peut-être des rendez-vous avec des clients qui en ont envie, et une partie au téléphone aussi, une partie plus proche, parce que pour l'instant ce n'est que des échanges par écrit ou par mail. J'ai encore pas la possibilité de faire des appels téléphoniques à mes clients, mais j'aimerais le faire dans l'avenir, avoir vraiment cette complicité et cette approche personnelle, personnalisée du coaching vers mes clients, parce que je pense que ce qui fonctionne et quand on veut atteindre son objectif, c'est vraiment d'être suivi, d'avoir un suivi rapproché et d'avoir une motivation constante en fait, parce que c'est surtout ça que les gens cherchent. Mais bref, désolée, je me suis éloignée du sujet parce que c'était pas tellement la question. La question c'était plus sur mon projet. Donc oui, un site internet c'est un projet. Je m'étale, mais quand on parle du coaching, j'ai tout le temps tendance à m'étaler un peu. As-tu choisi ton bikini et quelle couleur? J'ai des petits curieux dans l'assistance. Donc oui, j'ai choisi déjà mon prestataire. Je l'avais choisi il y a déjà quelques mois de ça, puisque comme vous le saviez, je vais faire une compétition au mois d'avril 2021. Donc le mois d'avril dernier, qui a été annulé à cause du Covid. Et donc j'avais déjà choisi mon prestataire parce que j'avais déjà entamé la sèche correctement. Et là, récemment, je l'ai recontacté pour pouvoir choisir la couleur et le modèle. Je l'ai pas reçu encore et je sais pas trop encore ce que va donner la couleur, parce que j'ai tablé entre plusieurs couleurs et un peu un entre-deux. Mais oui, je sais à peu près ce que ça va donner.
Mais vous le saurez tout le jour de la compétition et bien sûr quand je recevrai le bikini, je ferai une petite vidéo pour le vlog. Désolée, j'ai fait un petit entracte pour aller boire et changer ma batterie. Alors, question suivante, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions. Question suivante, comment gères-tu la sèche avec ton passé de TCA? Alors TCA, trouble du comportement alimentaire, pour ceux qui ne savent pas, j'étais atteinte de boulimie pendant plusieurs années et j'ai mis encore après plusieurs années à m'en sortir totalement. Donc arrêter les vomissements, les crises, etc. Donc voilà, j'avais pris 13 kilos. Et ça a été compliqué de m'en sortir. Ça a été plus compliqué de me sortir de l'aspect psychologique que de revenir à mon poids de forme, on va dire, même si ça m'a pris aussi des années. Mais surtout, j'ai ruiné mon métabolisme. Donc il y a surtout un aspect mental dans cette maladie qui fait que dès qu'on est sur la déprime ou du stress ou quoi que ce soit qui a affronté dans la vie, on se reporte sur la nourriture, mais de manière vraiment excessive. Aujourd'hui, je peux plus dire que je suis atteinte de cette maladie et que je me suis totalement sortie de cette galère, on va dire, même s'il reste toujours des cicatrices, mais pas au point de pouvoir dire que c'est différent de la... Il y a beaucoup de femmes en fait qui aujourd'hui, quand elles ont des coups de mou, se reportent sur la nourriture ou pensent à la nourriture. Donc voilà, moi j'en suis à ce stade qui est à peu près la normalité maintenant. Et avec la sèche, pour le moment ça se passe très bien parce que j'ai aussi, ça fait des années aussi que j'ai habitué mon corps à avoir une certaine routine alimentaire saine et j'ai plus envie en fait comme avant d'avoir des débordements extrêmes. D'ailleurs même au niveau de mon organisme, je ne les digère plus les débordements extrêmes dès que je vais manger quelque chose qui est trop gras ou vraiment trop sucré. Je vais le sentir tout de suite, je vais me sentir mal en fait. Donc je dis pas que je fais pas des gros repas à Noël, etc. C'est toujours des périodes qui sont assez difficiles. Et j'ai toujours aussi des réflexes assez stricts. Je suis assez stricte avec moi-même, c'est-à-dire qu'à Noël, je vais couper court en fait à tout ce qui est fête, repas pendant une semaine parce que après, si je le fais pendant trop longtemps, j'ai plus la peur de retomber en fait dans mes travers. Donc c'est ça qui m'empêche de pouvoir, je mets des coups de frein sur des événements comme ça. Je cheat mais de manière raisonnable. Je vais le faire sur 2-3 repas d'affilée, grand maximum, et après je vais arrêter, je vais couper, je vais revenir à ma routine en fait. Mais pour finir avec cette question-là, je ne conseillerais pas à quelqu'un qui est en plein dedans de préparer une compétition parce que une compétition c'est quand même quelque chose de mentalement très difficile. Faut être prêt en fait à faire des sacrifices. C'est-à-dire que moi, je vais pas au resto, je refuse tout événement qui peut m'écarter en fait de mon plan. J'ai pratiquement pas de vie sociale en fait. J'ai pas de partage. Ma famille là, je les vois que très peu parce que je sais que quand je vais y aller, il va y avoir tout un tas de choses, que ce soit la nutrition, les événements, des choses qui en fait où moi j'ai des barrières parce que je suis obligée d'aller à l'entraînement. J'ai à peu près 4 heures destinées à la compétition chaque jour, donc je peux rien prévoir d'autre que ça. Mais aussi il y a tous les repas, l'engrenage des repas, de manger toutes les 4 heures, qui fait que en fait c'est très contraignant. Et si on n'est pas bien préparé mentalement à ça et qu'on n'a pas des bonnes raisons, on va échouer. Donc je conseillerais vraiment à quelqu'un qui veut entamer sa première compétition d'être déjà sur une base alimentaire, une routine alimentaire plutôt stricte et d'être déjà sur un taux d'entraînement ou en tout cas une fréquence d'entraînement assez élevée et un niveau assez élevé. Voilà. Comment tu gères la sensation de faim? Là, vous voyez, par exemple, j'ai faim depuis une demi-heure que je vous parle, mais j'essaie d'oublier en vous parlant. Je vais quand même pas tarder d'aller manger parce qu'il est 11h44 et ça se fait faim. Mais comment je gère? Eh bien, j'essaie de m'occuper. En général, quand vraiment, parce que travailler à la maison, c'est pas facile. Du coup, il y a le frigo qui est à portée, donc c'est compliqué de se dire je résiste. Quand on est à l'extérieur, forcément, on a sa nourriture au pire dans sa gamelle et on se dit si on mange la nourriture dans la gamelle, après j'aurai plus rien. Donc voilà, moi je peux taper dans le frigo, il y a même des cookies en bas que j'ai fait hier, mais voilà, j'ai pas forcément envie de ça, j'ai juste envie d'avoir mon repas. Et quand il y a trop d'heures qui me séparent de mon repas et que j'ai vraiment la dalle, parce que parfois ça arrive, je prends mon petit déjeuner vraiment tôt, vers 5h30, 6h, et je remange mon deuxième repas vers midi. Donc si j'ai vraiment la dalle le matin, je vais promener la chienne et je vais faire mon cardio. Donc pendant 1h, 1h30, je suis pas présente et j'oublie en fait. En marchant, j'oublie que j'ai faim et quand je reviens, ça va beaucoup mieux. Donc je m'occupe.
principalement, voilà. Sinon, je bois. Je vais boire de l'eau, je vais boire un thé, je vais boire un café. Mais c'est vraiment les deux seules solutions que j'ai pour gérer la faim, en fait. Parce que la faim, c'est un peu votre meilleur ami en sèche. C'est un peu quelque chose que vous devez plutôt embrasser que détester. Parce que si vous commencez à détester la faim, ça va être vraiment dur, ça va être vraiment frustrant. Donc, il faut plutôt essayer de l'accepter, en fait, cette faim. Et de se dire, bon, mais c'est pas une faim en soi. Ah, elle était belle cette citation. Bien placée. Bien placée, mec. Oui. Alors, 3 dernières questions. Conseils pour améliorer la digestion. Moi, j'ai eu pendant très longtemps une digestion difficile, donc mes conseils que j'aurais à donner aujourd'hui. Moi, ce qui m'aide beaucoup avec la digestion, mais c'est pas donné à tous de le porter, c'est la gaine pendant l'entraînement et le corset que je mets quand je vais faire du cardio. Donc ça, c'est vraiment des choses que j'utilise pour la compétition, pour pouvoir garder une taille fine. Mais ça m'aide aussi énormément à la digestion en fait, parce que ça appuie sur le ventre. Mais je vous avoue que ce serait pas la meilleure solution, ou ce serait pas en tout cas une solution que je proposerais pour des gens qui ont un objectif lambda ou qui veulent juste améliorer leur digestion. La meilleure chose que je pourrais proposer pour la digestion, c'est l'exercice du stomach vacuum. J'en parle énormément sur mon Instagram, j'en parle aussi dans mon vlog. Voilà, c'est quelque chose que je pratique tous les matins maintenant et qui m'aide énormément parce que ça agit comme un automassage des intestins et ça m'aide vraiment au transit en fait. Après, ce qui m'a aidé, c'est l'intégration des légumineuses par petites doses grâce à mon coach, parce que moi avant, quand je prenais des légumineuses, j'avais toujours mal au ventre, ça faisait toujours un effet en fait inverse, ça me perturbait la digestion. Mais les légumineuses, ça peut vraiment aider, mais en petite quantité. N'hésitez pas à les mélanger avec du riz. Moi souvent je mange des pois chiches avec du riz ou des haricots rouges avec du riz, mais en petite quantité, du style 50 grammes, 100 grammes dans votre repas, et ça peut aider à aller à la selle plus souvent ou à améliorer en tout cas la digestion. Après, ce qui aide à la digestion, c'est de manière générale de manger sainement, des produits sains, de pas abuser des fibres, d'avoir un bon équilibre de vos macronutriments dans tous vos repas. Voilà. Évitez aussi les aliments fermentés ou les aliments trop acidifiants, comme par exemple la tomate. Voilà, c'est des choses qui peuvent avoir des effets sur la digestion. Donc le choix des aliments peut avoir des effets sur votre digestion. Et bien sûr, après, tout ce qui est sommeil, stress, etc., 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 etc. Donc tous ceux qui font appel à des médicaments, j'ai des clients qui ont des problèmes de digestion et qui font appel à des laxatifs. Donc c'est des solutions qui sont malheureusement des cache-misères, c'est-à-dire que ça va vous aider sur l'instant à aller aux toilettes, mais ça a tendance à long terme à ruiner votre flore intestinale, à ruiner votre transit et à tout perturber et que votre corps ne soit plus à même de le faire lui-même. Donc évitez le genre de conneries qu'on peut faire et que j'ai faites moi-même par le passé, de prendre des laxatifs régulièrement pour pouvoir aider à la digestion, aider au transit. C'est pas la solution. Voilà. Je vous ai donné mes principales solutions, vous en faites ce que vous voulez. Avant-dernière question, protocole de faim pour le sel et l'eau pour le dernier mois. Alors là-dessus, comme je vous disais, les compétitions et notamment le protocole de compétition, je suis pas une experte et c'est aussi pour ça que j'ai pris mon coach. Je vais notamment avoir beaucoup besoin de lui dans les dernières semaines parce que là-dessus, toute seule, je ne pourrais pas gérer. Et en plus, ça va dépendre des coachs, des croyances de l'athlète. Il y en a qui vont couper totalement l'eau bien longtemps avant, d'autres qui vont pas la couper ou qui vont la couper qu'à moitié, d'autres qui vont faire une recharge en sel puis enlever le sel, d'autres qui vont absolument pas changer la consommation de sel. Ça va vraiment dépendre en fait de l'athlète. Excusez-moi. Ça va vraiment dépendre en fait de l'athlète et de la manière dont il est prêt juste avant la compétition, du coach aussi, parce qu'il y en a qui se foirent avec ce protocole. Du coup, l'athlète arrive flotteux à la compétition. Donc voilà, là-dessus, je ne sais absolument pas te dire quel va être mon protocole. Ce sera mon coach qui va en décider et moi, je suivrai juste ce qu'il va me dire. Je lui fais totalement confiance là-dessus. Et enfin, dernière question, conseil pour une future compétitrice en bikini. Je suis mal placée encore, je trouve, pour donner un conseil puisque ma compétition n'est pas faite. Donc je peux pas me considérer comme une athlète bikini puisque je ne suis encore jamais montée sur une scène. Je suis juste en pleine préparation et j'ai fait une prise de masse pendant 8 mois. Ensuite, j'ai commencé une sèche qui s'est stoppée avec le Covid. Puis j'ai repris une sèche. J'ai quand même fait un bon bout de chemin dans ce
qui est une préparation à la compétition, mais il me manque quand même un sacré bout de chemin et d'une importance capitale qui sont les 2 derniers mois avant la compétition. Après, si j'avais un conseil à donner à une fille qui veut se lancer dans la compétition, comme je disais tout à l'heure, c'est d'être bien droit dans ses bottes, de ne pas avoir de problème avec la nutrition, ou en tout cas qu'il soit plus ou moins réglé ou derrière vous, d'être sûr de son objectif, de vouloir le faire pour les bonnes raisons, de choisir un bon coach, ça c'est primordial. De choisir un coach d'ailleurs, parce que ceux qui pensent à faire une compétition sans choisir un coach, c'est vraiment se lancer au casse-pipe. Il y en a qui ont réussi, mais il faut avoir un mental d'acier. Hein. Autant vous dire que se lancer dans une compète sans coach, je ne sais pas comment elles font. Mais bref, prendre un coach, voilà, se donner toutes les armes en fait pour pouvoir réussir et être bien entouré. Avoir de l'argent, parce que croyez-moi, vous allez en dépenser. Une compétition, ça coûte très cher. Et une fréquence d'entraînement qui soit assez élevée, à pas un niveau totalement débutant, parce que sinon, ou alors avoir le temps, avoir vraiment le temps, parce que ça va dépendre du temps aussi que vous accordez pour pouvoir faire votre compétition. Si vous y prenez 2 ans à l'avance, vous pouvez partir d'un niveau pratiquement 0. Si vous y prenez 3 mois à l'avance, autant vous dire que si vous partez avec le niveau 0, vous ne serez pas prête. Et voilà, c'est la fin de ce vlog. Je vous remercie vraiment pour toutes vos questions qui étaient super intéressantes. Si vous en avez d'autres et auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à venir me voir sur ma page Insta que je vous affiche juste ici. Je vous la mettrai aussi en lien dans la barre de description. Je vous dis à bientôt pour l'épisode 14 du vlog qui sera cette fois-ci vraiment un vlog. Et d'ici là, je vous dis prenez soin de vous et ne lâchez rien face à la difficulté. À bientôt.